écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 26 avril 2022 et c'est l'épisode 273. En décembre 2017, Elon Musk tweetait « J'aime Twitter ». L'ingénieur américain lui répondait « Tu devrais l'acheter ». Le patron de Tesla et de SpaceX avait alors répondu « Combien ça coûte ?» Alors difficile de ne pas ressortir cet échange de l'histoire 4 ans après. Alors en effet, coup de tonnerre, ces derniers jours, Elon Musk a racheté Twitter et la direction du réseau social a, tenez-vous bien, accepté l'offre. Et ce n'est pas pour en espérer une quelconque rentabilité, non, mais au nom de la liberté d'expression. Il était en effet particulièrement censuré, Elon Musk, sur le réseau, avec ses 80 millions de followers, qui étaient probablement très frustrés, eux, de ne pas pouvoir lire tout ce qu'il voulait dire. Et puis, vous le savez, si vous écoutez Tech Café depuis longtemps maintenant, la liberté d'expression souffre de cette fichue culture woke, la cancel culture, celle qui vise à modérer les propos haineux. Enfin, on se demande bien pourquoi. Et au fond, les 2000 modérateurs de Twitter dans le monde devaient être probablement trop efficaces. Quoi qu'il en soit, il s'agit du rachat du réseau social le plus cher de l'histoire, 44 milliards de dollars, et ce rachat le plus cher est porté par un seul homme, pas par une entreprise. Pendant que les employés se demandent s'ils sont riches ou s'ils vont être virés, on regarde du coin de l'œil l'arrivée des régulateurs, notamment portés en Europe par le DSA, le Digital Services Act. Celui-ci pourra peut-être faire l'effet d'une bombe sur la diffusion du contenu sur les réseaux sociaux. Allez savoir, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et vous l'aurez compris, de l'ironie et du second degré ont pu se glisser dans mon édito. Je suis en tout cas accompagné de celui qui était à la tech, ce que le Nord est à la boussole. Je pense que clairement on peut le dire. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Exactement, je suis magnétique. Oh, c'est beau. J'aime toujours ta capacité à réagir sur ces analogies que tu découvres à chaque fois pendant les enregistrements. Et puis, pour échanger un peu sur ce sujet phare de cette semaine, on a aussi le grand plaisir de retrouver le cofondateur d'Humanoid, à l'origine de Frandroid, très impliqué dans le monde du développement et accessoirement, tu vas pouvoir nous le confirmer, amoureux toujours du Québec, c'est Pierre-Olivier Dibman. Salut Pierre-Olivier. Salut, absolument. Merci beaucoup de te joindre à nous, d'autant que je t'ai sollicité là il y a quelques minutes, donc merci beaucoup pour te rendre dispo. Tu vas pas pouvoir rester avec nous pour tout l'épisode, je le regrette, mais en même temps je suis ravi que tu aies aussi une vraie vie en dehors du podcast, mais merci beaucoup de te joindre à nous en tout cas pour cette partie un peu orientée rachat de Twitter, parce que c'est un gros sujet, parce qu'il y a plein de choses à dire et que c'est intéressant d'avoir un petit peu aussi ton regard. En tout cas, rachat confirmé, Guillaume, c'est officiel, Elon Musk est en passe de devenir le propriétaire de Twitter. Ah bah écoute, ouais. Et puis le moins qu'on puisse... Oh là là. Le moins qu'on puisse dire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça me surprend. Vous entendez lâcher. Je m'en remets pas. Bah ouais, parce que quand même, le conseil d'administration a accepté la demande vite, quoi. Ils ont quand même pris une pilule empoisonnée la semaine dernière pour ralentir le truc. Il y a même des analystes qui décrivaient comme littéralement horrifiés le conseil d'administration par la perspective qu'Elon fasse des changements trop radicaux. Et finalement, on a appris hier soir que non, en fait, ça roule. Pourtant, dans l'intervalle, la seule chose qui a vraiment changé, c'est qu'Elon a rendu public son plan de financement, et non pas 43, non pas 44, même pas 45, mais 46 milliards de dollars. Alors, pour acheter Twitter, alors comment ça se divise ? Ça se divise à 21 milliards qui seraient pris sur sa fortune personnelle, quand même. Des bons qui fourniraient 12,5 milliards qui seraient garantis en fait par des actions de Tesla. Il y aurait 13 milliards de financement supplémentaires. Alors, probablement d'investisseurs privés, j'imagine. Alors pourquoi 46 milliards alors qu'il avait dit que 43 c'était sa meilleure et dernière offre ? Je sais pas, il y a peut-être des frais de notaire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était juste ça, quoi, la peur qu'il n'y ait pas les moyens, donc apparemment pour les actionnaires, c'est tout. C'était pas des considérations éthiques. Bon, les employés de Twitter sont très mitigés, les messages sont plutôt négatifs ou encore réservés dans l'ensemble. Certains employés d'ailleurs qui ont des parts dans la boîte se demandent même si économiquement c'est viable de rester. Mais au moins il y en a un qui est content, c'est Jack Dorsey, et ouais, qui siège encore d'ailleurs au conseil pour quelques temps. C'est simple, c'est le plus grand fan d'Elon. Voilà, il a tweeté un lien sur une chanson de Radiohead intitulée « Chaque chose à sa place ». Donc voilà, Elon est pour lui le seul en qui il croit pour assurer l'avenir de Twitter. Et puis d'ailleurs, ces derniers jours, il confiait un mot pas si couvert, sa mésentente avec le board, qu'il qualifie de dysfonctionnel. Il a dit par le passé qu'il regrettait aussi l'entrée en bourse de Twitter et la mainmise des actionnaires dessus. Pour lui, Twitter aurait dû rester privé. Tu as toujours cette idée que Twitter est trop important pour être aux mains des actionnaires, en tant que quasi-conscience globale, si je cite Jack, ou comme place du village global, si je cite Elon, qui voit un outil essentiel pour la démocratie, mais pas dans son état actuel, attention, non, une fois qu'il aura la main dessus et qu'il il va réaliser son plein potentiel. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tout de suite, rien. La procédure va se mettre en route, ça sera conclu qu'en fin d'année au mieux.
À moins qu'il y ait des problèmes d'ordre législatif, ce qui est assez peu probable. D'ici là, Twitter va fonctionner de manière tout à fait normale. Et même ultra normale, puisqu'ils vont geler les fonctionnalités en attendant de voir ce qu'Elon, qui aura le contrôle total, du coup, on va décider. Et justement, c'est toute la question. Qu'est-ce qu'il va faire à terme, Est-ce qu'il va rendre l'algo Twitter transparent, ce qui est plutôt une bonne chose? Il pourrait faire plein de trucs. C'est ce qu'il veut, en tout cas. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Oui, mais de toute façon, il y a 1000 manières de changer le truc. Tu peux modifier la taille maximum des tweets, tu peux développer la messagerie instantanée aussi de la plateforme. Tu vois, lui adjoindre un service chiffré de bout en bout, un peu comme Signal, pour pouvoir favoriser la formation. Tu pourrais même favoriser d'ailleurs la formation de communauté aussi, au lieu de que tout le monde parle à tout le monde en permanence. Après tout, Elon considère Twitter comme une place du village. Bon, je dirais comme une agora. Oui, parce que c'était café, on aime la classe et le charme discret des mots grecs ici. Donc, aucune agora, jamais 200 millions de personnes, remarque bien, ça serait un poil bordel, donc ce serait peut-être plus malin, que ce soit pas tout public par défaut, je sais pas. Mais bon, bien sûr, la question la plus évidente que tout le monde se pose, concerne la modération, le traitement des comptes problématiques, sa conception de la liberté d'expression, qui est quand même souvent en géométrie variable, parce que ceux qui l'ont critiqué vertement, lui ou sa boîte, pourront en témoigner, comme tous ceux qui ont tenté de créer des syndicats chez Tesla d'ailleurs, ou les médias qui l'a vilipendé. Ou encore ceux qui traquaient son jet. Complètement, qui se sont fait suspendre. Par exemple, est-ce que Trump aurait été viré sous la direction de Musk? Et reviendra-t-il? Alors sans doute pas, parce que l'intéressé lui-même dit qu'il va rester dans son trouf. Bon, après c'est Donald, donc entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Bon, mais passons. Elon, de façon, lui-même n'est pas un modèle de tempérance et de subtilité. Lui-même a tweeté encore aujourd'hui de manière vraiment vulgaire et méchante sur Bill Gates, parce qu'il parie à la baisse sur des actions. Enfin, il parie à la baisse sur les cours des actions de Tesla, en fait, Bill Gates. Bon, apparemment, ça lui plaît pas. Mais bon, comme par hasard, les républicains aux États-Unis sont ravis de la nouvelle. On se demande pourquoi. Le rachat de Twitter par Musk a toujours été politique. Et de toute façon, c'est lui le premier qui dit que il a un rôle pour la démocratie, tout ça. Et par ailleurs, on sait quand même de quel côté Musk penche. Officiellement, il n'a soutenu personne à la dernière élection, mais enfin ses tweets sur la pilule rouge et bien d'autres laissent peu de place au doute. Et bon, quand il parle de défendre la liberté, il n'est pas fantaisiste de supposer qu'il sous-entend surtout celle des conservateurs. Et la sienne, évidemment, est un cogné. Donc c'est pas difficile non plus d'imaginer que Musk, puisque ça puisse s'attirer comme ça les bonnes grâces du parti, les soutiens politiques qui pourront lui être bien utiles lors de grands appels d'offres ou au moment de bloquer telle ou telle loi peu favorable à ses business. C'est toujours sympa d'avoir des amis sur qui compter, bien placés. De ce point de vue, et en plus de l'influence globale que ça lui apporte, ça rend l'investissement dans Twitter plus cohérent aussi, parce que la question sur la rentabilité d'un Twitter privé est pas tranchée, parce que si elle renonce au modèle publicitaire qui plaît si peu à Jack Dorsey, comment est-ce qu'elle se finance ? Bon, je fais un procès d'intention, c'est vrai, peut-être, je le reconnais. Des abonnements, mais est-ce que ça peut couvrir la pub, punaise? Je sais pas. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. De toute façon, il aura le contrôle total, il aura de compte à rendre à personne. Peut-être qu'il rendra la plateforme moins toxique. Spoiler, j'ai des doutes. Mais surtout, cette histoire de milliardaires qui s'emparent du plus gros mégaphone du monde avec des visées ouvertement politiques, ça montre, je pense, l'importance qu'il y a à développer des lois, à réguler le secteur. Ça montre à quel point il faut que la puissance publique, c'est-à-dire nous, établissions des contre-pouvoirs pour gérer les espaces en ligne vis-à-vis des intérêts privés, des gros intérêts privés. Voilà, parce que Elon n'aura plus de compte à rendre aux actionnaires, mais il devra toujours respecter les lois, donc c'est à nous de les écrire. Pierre-Olivier, il va falloir que tu, évidemment, te sentes libre de réagir à ce sujet phare et puis de nous donner un petit peu tous tes sentiments. Mais vraiment, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres quand je vois toute l'actu qui tourne autour de ce rachat. C'est pourquoi ? Enfin, je n'arrive vraiment, décidément, absolument pas à comprendre pourquoi Elon Musk rachète Twitter. Je sais pas si toi, t'as des hypothèses. On peut pas comme ça dépenser 44 milliards juste pour le montant concerné juste par caprice. C'est pas possible. Alors j'aurais préféré que tu commences par une autre question parce que clairement, celle-là, j'ai pas la réponse. J'ai pas même le début d'une idée. Je veux dire, on s'entend. Acheter des médias, c'est un truc de milliardaire. Ça se fait énormément chez vous en France et ça se fait de plus en plus aux États-Unis aussi. Donc c'est pas en soi, quand on utilise ces mots-là, il y a rien qui est surprenant. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand on parle de milliardaires qui achètent des médias, on n'imagine pas des plateformes médiatiques, on imagine des producteurs de contenu comme des chaînes de télé, des radios, des journaux, plus rarement des sites web, mais pas des plateformes de type réseau social comme Twitter. Donc
quel est l'enjeu? Quel est vraiment le truc qu'il y a derrière, sachant qu'il n'y a pas particulièrement une niche fiscale qui est associée à ça ou quoi que ce soit, et que même si c'est vrai, quand on possède un média, on peut toujours tirer quelques ficelles pour amener les choses un peu plus de notre côté. La réalité, c'est quand même que on peut pas non plus le faire tous les jours. Ça se voit, il y a des contre-médias, etc., etc. Pas pour dire que l'écosystème médiatique est parfait, hein, loin s'en faut. Mais simplement, juste pour dire que pour ceux qui s'imaginent que Twitter va devenir Musk Media et qu'on va avoir sa face associée à chacun de nos tweets, c'est loin d'être le cas et c'est loin d'être même possible, en fait. Donc sur le pourquoi, moi j'avoue que effectivement, je sèche un petit peu. On peut les lister rapide, les hypothèses. Rentabilité, tu l'as abordé Guillaume, il est très on l'avait dit dans Tech Café dans les précédents épisodes. La rentabilité de Twitter, elle est pas évidente, ça fait des revenus, mais c'est pas ouf non plus. Enfin, c'est pas de quoi dépenser. Je vais même préciser un petit peu plus. Twitter, l'entreprise a des revenus. Mais Twitter, le réseau social, n'en a pratiquement effectivement, pas. Effectivement. La plupart des bénéfices, les seules fois, les quelques fois que Twitter génère des bénéfices, quand on regarde l'état des comptes, on s'aperçoit que c'est la régie publicitaire traditionnelle, c'est-à-dire les pubs qui sont affichées sur des sites d'actu, en dehors de Twitter, quoi, d'une façon générale, qui ramènent l'essentiel de l'argent et non pas Twitter. Donc Twitter, le réseau social, c'est absolument pas rentable. Et en plus, il s'est exprimé lui-même sur le fait que le modèle publicitaire était pas satisfaisant, que c'était la plaie et qu'en gros il promeut un système par abonnement. Donc ça laisse encore une fois rêveur sur les revenus qu'on peut en tirer, mais bon. Donc ça, sur la rentabilité, ça, on peut mettre le sujet de côté. L'autre hypothèse qui peut être soulevée, qui est souvent fréquemment abordée, c'est c'est une plateforme qui va lui permettre de pouvoir influencer ses propos, de les porter plus largement. Et là, on se pose tout de suite la question, est-ce que c'était pas déjà le cas avant? Je te disais un peu ironiquement dans mon intro, mais en fait, il a déjà 80 millions de followers qui le suivent et une chambre de résonance au-delà de la quantité de gens qui le suivent qui est énorme. Donc je sais pas s'il va pouvoir augmenter la visibilité de ces messages, j'en suis pas certain. Est-ce que, dernière hypothèse que je vois qui peut être abordée, est-ce qu'il est effectivement aujourd'hui particulièrement censuré dans ses propos et qu'il est un peu empêché de dire ce qu'il veut? À mon sens, pas forcément par Twitter, s'il l'est probablement plus par les lois qui encadrent les pays, et je suis pas certain que le fait de posséder Twitter change quelque chose. J'irais même dire au contraire, est-ce que quand tu possèdes un réseau social et que tu t'exprimes et que tu t'en sers de canal de communication, tu n'es pas encore plus en train de faire porter les regards insistants des régulateurs à ton intention? Moi, je pense qu'au contraire, ça attire l'attention, mais bon. Ok, Pierre-Olivier, c'est quoi je sais pas si t'as d'autres sentiments sur ce rachat. C'est extraordinairement massif quand même comme mouvement. On rappelle que Twitter, c'est pas un canal qui est massivement utilisé par les gens, par le grand public, mais que c'est quand même un relais d'opinion. C'est souvent qu'on voit des articles, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de toutes sortes d'actualités d'ailleurs, qui donc font figurer des tweets. Donc on sait que c'est des relais d'opinion, on sait que c'est des relais de visibilité. Pour autant, ça concerne pas tout le monde. C'est quoi ton sentiment sur ce rachat, toi? Je suis content que tu le soulignes parce que moi je navigue dans une sphère sociale, surtout dans mon contexte professionnel, où c'est quelque chose que quand on le rappelle que Twitter, il y a personne dessus, et quand je dis personne là, on s'entend là. Voilà, quand tu vas acheter du pain, il y a personne que tu croises dans la rue et dans le magasin qui est sur Twitter. Et ça, moi, quand je le dis, les gens, ils me regardent en mode, mais n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que, et probablement que parmi les auditeurs de Tech Café, on représente justement les gens qui sont sur Twitter, même si moi, j'y suis pas, puis que Guillaume qui est plus pas non plus. Ouais. Non, j'y suis plus, ça fait des années, rendu là, je pense qu'on peut dire j'y suis pas. Mais voilà, on s'entend que probablement que parmi les auditeurs, il y a beaucoup de gens qui sont sur Twitter, mais la réalité, c'est que Twitter, c'est essentiellement des gens qui sont très engagés en politique, et en particulier en politique locale, souvent, surtout aux États-Unis, des journalistes
des politiciens, et puis après le reste c'est des bots. Hein. Je caricature beaucoup. Hein, ouais, parce qu'il y a du grand public serviciel, mais qui représente pas une grande part des clients des entreprises en plus. Donc bon, c'est des services de chatbot pas chers parce que c'est des boîtes qui sont pas capables de gérer leur service client comme du monde. Enfin, est-ce qu'on peut citer des marques, genre Chronopost? Mais bref, voilà, le truc c'est pas si gros, mais c'est anormalement influent. Un petit peu comme l'époque du Mac avant le retour de Steve Jobs, parce que tous les journalistes, ils étaient sur Apple, et c'était les seuls au monde. Et donc, des fois, dans la presse tech, plein d'articles que les gens, ils étaient comme, ouais, on s'en fout, en fait, de ce débat de clic droit versus contrôle, en fait, parce que... pas contrôle commande, mais vous m'avez compris. Ouais. Voilà, c'est un peu un microcosme. C'est pas si important, mais en même temps, voilà, il y a cette histoire d'influence qui est bizarre, qui est difficile à expliquer, mais qui est réelle. Mais comme tu le dis, comme tu le disais tantôt, il y a peu de chances que Musk il puisse être plus influent qu'il ne l'est. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et j'irais même jusqu'à dire que pour ceux qui s'imaginent que ça va devenir une plateforme avec une parole très libérée, le paradis de la droite dure à l'américaine et machin, etc. Moi, j'ai du mal à le voir d'abord parce que Twitter, c'est un endroit où justement ces gens-là peuvent s'exprimer, et c'est l'un des derniers. Je veux dire, Trump, il a été censuré là il y a 2 ans là, et ça faisait des années qu'il faisait n'importe quoi, qu'il était en roue libre, et que et Facebook a réagi bien plus vite. Il y a même pas 2 ans, il y a 1 an et 6 mois, non? Si bon, grosso modo. Sur Facebook, il y a des outils de modération, les communautés sont vachement moins toxiques, et pourtant, voilà, Zuckerberg, je veux dire, on le sait là, lui, dans son monde idéal, il y aurait pas de modération et machin, etc., mais il a fallu qu'il s'y colle, et il s'y colle. C'est imparfait. Mais si on doit comparer à Twitter, la modération, elle est insignifiante, elle existe pratiquement pas. Il faut vraiment que ça soit des gros comptes qui fassent vraiment absolument n'importe quoi pour qu'il se passe quelque chose. Donc, mettons que Musk, il trouve qu'il y a des trucs qui sont abusés d'être censurés, des machins, etc., et qui mettent un coup de nettoyage là-dessus, personne va jamais s'en apercevoir. Ça va vraiment rien changer. Alors que, au contraire, je pense que la seule façon que ce réseau devienne un peu plus grand public, c'est s'ils mettent en place des outils de modération qui nettoient un petit peu, que ce soit moins la ferme des bots et machin, etc., comme Facebook qui s'y colle, parce que Facebook, eux, ils gagnent vraiment de l'argent, et donc ils ont besoin de garder ce capital qui sont les utilisateurs lambda, qui, eux, cliquent pour de vrai sur des pubs, consomment des choses et machin, etc., et qui a une vraie activité économique derrière, contrairement à Twitter. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de mal à croire à cette espèce de paradis de la droite et machin, etc., même si, ceci dit, il y a un effet quand même de prestige, comme Musk le dit, ça doit être vrai, et donc il y a peut-être des gens qui vont revenir sur Twitter, qui étaient partis sur l'espèce de chimère là, de Trump, justement, et donc finalement, bon... Voilà, ça se peut qu'il y ait des communautés qui se recréent, mais pas pour des raisons techniques, structurelles ou déontologiques, quoi, juste par effet d'entraînement. Bon, en tout cas, je pense oui, qu'il y a un côté Guillaume. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de symbolique derrière quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est symboliquement, si en fait, j'ai l'impression que symboliquement, Trump et Elon Musk est des leurs quelque part. Je veux dire, voilà, il a manifesté de la sympathie pour le camp conservateur, etc. Il adhère, si tu veux, il a montré qu'il adhérait à cette espèce d'idéologie selon laquelle, je sais pas, Twitter est une espèce de truc de gaucho qui censure toutes les voix de droite. Et du coup, maintenant, c'est une sorte de confiance peut-être pour être restaurée, et symboliquement, peut-être effectivement qu'il y a plein de gens qui vont considérer Twitter autrement.
Peut-être, alors que peut-être qu'il y aura juste aucune différence concrète, mais peut-être que l'aspect symbolique peut suffire en réalité. Il peut suffire parce que l'aspect symbolique, ça permettra aussi effectivement de faire des rapprochements entre personnes, de gagner moi je pense qu'il y a vraiment un côté politique. Et que comme de toute façon, selon toutes les études, il y a aucune raison de penser que Twitter sanctionne particulièrement certains types de contenus comme ça, particulièrement à droite. Donc comme apparemment ça n'existe pas vraiment. Tout est symbolique en fait. Et je pense c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu symbolique. l'enseignement qu'on a de ces derniers mois quand on essaye de tirer une conclusion de ce des NFT, du Web 3. Finalement, on en arrive presque à la conviction la plus forte qui est que le plus fort que ça apporte, c'est des éléments de symbole et de représentation d'un mouvement philosophique plus que des vraies solutions techniques. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que quelque part ce rachat, c'est le symbole le plus cher de l'histoire, je pense, mais c'est uniquement oui, mais symbolique, quoi. Mais comme je le disais, si Elon rachète ce truc-là, ne serait-ce que symboliquement le met, si tu veux, le met à symboliquement, ça devient un outil de liberté d'expression absolue, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change dans les faits. Oui, peut-être, mais si ça lui donne du crédit auprès de certains politiques qui pourraient lui apporter des bénéfices plus tard, peut-être que c'est un investissement sur l'avenir qui peut se comprendre, même si c'est effectivement très cher. Quand bien même, ça ruinerait une des boîtes qu'ils viennent de créer. Mais tu veux dire, tu parles de Truth ? Ouais. Mais de toute façon, elle est déjà dans le Truth, non ? Enfin, je veux dire. Oui, non. Est-ce qu'elle a besoin ? On s'entend. Et puis de toute façon, elle a été montée avec des donations obtenues de façon un peu scandaleuse, et non avec l'argent des gens qui l'ont montée. Donc. Oui. De toute façon, voilà, Truth, c'est pareil. Hein, c'était une chimère. Je sais pas même pas à quel point d'ailleurs. C'était pas un montage dès le début, mais bon, c'est peu probable que ça décolle effectivement, et surtout si. Parce qu'en fait, Twitter, c'est le truc idéal, quoi. Il est déjà. Si Twitter peut devenir le vrai Truth, en fait, tout simplement. Mais juste dans l'esprit des gens juste dans l'esprit des gens qui le boycottent, ou dans l'esprit des gens quelques gens qui sont fait virer et qui peut-être se feront réintégrer du coup. Il y en a combien qui sont très peu, mais symboliquement, ça va marquer. Dans ces communautés-là, on parle de Facebook Jail tout le temps. Il y a jamais personne qui évoque cette fait bannir de Twitter ou des machins. Franchement, j'en sais rien, mais tu vois, même s'il y en a que 3. Quand tu traînes sur des communautés de ce type-là, alt-right et machin, comme certaines sous-sections de 9gag et des choses comme ça, la différence entre les deux réseaux, elle est. Mais regarde la réaction de Florian Philippot. Il a tweeté ce jour même, ouf, on respire, on était étouffé, je sais plus quoi, enfin un truc comme ça, quoi. Que ce rachat salutaire ouvre une nouvelle ère de totale liberté d'expression et de débat sur ce réseau social, qu'on respire. Voilà, qu'on respire. Ouais. Tu vois, mais est-ce que, après là on part dans des considérations philosophiques. On est là pour ça. En ce moment c'est pas le courant dominant de la gauche américaine, et on parle d'entreprises américaine qui se fait racheter par un Américain après avoir été fondée par un Américain. Donc c'est pour ça que je fais une fixation sur ces mouvements politiques là. Donc en ce moment c'est pas le courant dominant de la gauche américaine, mais ça reste quand même un courant important à gauche aussi. La liberté de ton absolue, la liberté d'insolence aussi, et Dorsey typiquement, lui, je pense pas qu'on peut, on saura peut-être jamais vraiment, hein, mais je crois pas qu'on peut l'inscrire à droite. Il semble plutôt parmi les radicaux de gauche, et lui, c'est compliqué. Il est en faveur de Musk parce que lui aussi, il voit qu'il y a il y a de plus en plus de modération sur Twitter, et il aime pas ça. Mais enfin, Jack Dorsey, on peut quand même dire qu'il a des gros penchants libertariens. Est-ce qu'on peut dire que libertarien est de gauche ? Alors, on peut pas dire que les libertariens sont de gauche, mais on peut pas dire qu'il y en a pas qui sont de gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais on est dans les subtilités, mais il y a une forme radicale d'anarchisme économique à gauche aussi. Elle existe, et pour moi, Dorsey, il s'inscrit là-dedans. Et pas dans le libertarisme. Enfin, c'est du libertarisme, mais c'est pas celui dont on entend parler dans les médias.
si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment une notion peut-être plus traditionnelle d'anarchisme telle qu'on la vit dans certains mouvements politiques encore en Europe. Bon, en tout cas, si on fait le tour des réactions, effectivement, bon, déjà, ça donne une indication, hein, quand Florian Philippot se félicite d'un truc, c'est qu'en général, on peut se douter qu'il y a un problème. C'est sûr. D'ailleurs, c'est le cas de Fox News, hein, aussi, qui s'enthousiasme sur le sujet. Plusieurs sénateurs républicains. C'est le cas aussi sur Reddit où il y a des gens qui disent ah bon, pour retourner sur Twitter, bon. Exactement. Il y a quand même des petits indices, on va dire. Et je pense que ce sera pas les derniers. Il y a même le compte officiel de Diablo, j'ai trouvé ça génial, qui tweetait au passage, c'est plus pour la blague, hein, mais qui disent que Twitter a toujours été et va rester l'enfer. Au-delà de ça, c'est quoi pour vous les prochaines échéances et les conséquences possible que vous identifieriez? Moi, j'ai vu passer une réflexion qui a été recoupée à 2-3 reprises par d'autres personnes et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. La remarque que il y a quand même une grosse implication de l'économie de Tesla en Chine maintenant et que on pourrait faire des liens sur le fait que maintenant que le patron de Tesla qui a vachement de liens économiques avec la Chine détient Twitter, est-ce que vous pensez que la Chine pourrait avoir indirectement une influence, une forme de pression sur ce qui pourrait arriver à moyen terme sur Twitter, les contenus qui seraient orientés et qui seraient modérés? Bon, ce serait complètement antinomique avec la liberté d'expression telle qu'elle est dessinée ou telle que veut la faire voir Elon Musk en tout cas, mais je sais pas si t'as un avis Pierre-Olivier là-dessus et si t'as une idée de ce qui va se passer maintenant à l'avenir concernant Twitter. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, un peu d'autant plus que je veux dire si la Chine voulait fabriquer des opinions plus qu'elle ne le fait déjà, je veux dire, les gens ils sont sur TikTok en fait, ils sont pas sur Twitter. Donc c'est fait, c'est la case elle est cochée. Moi je vois pas. Ouais, en sachant qu'il y a des éléments de modération sur TikTok qui sont pas forcément. Mais oui, t'as raison, en termes d'influence, c'est beaucoup plus direct. T'as raison. Ouais, clairement. Après il y a une hypothèse que peut-être à côté de laquelle on passe, c'est juste que tonton Elon, il a peut-être des vues mais là encore, mais ça c'est hyper intéressant de carrière, quoi. En quoi le rachat de Twitter lui apporterait un moindre élément par rapport à ça, si ce n'est encore une fois cette portée de symbole et cette portée relationnelle, mais ça serait un symbole qui lui permettrait d'être cité par les journalistes pour autre chose que ses trolls habituels ou l'industrie, exact. Parce que il est cité pour l'industrie sur laquelle on va pas se cacher, il est excellent. C'est un personnage, il y a beaucoup d'excentricité, il matche jamais les deadlines et machin, etc. Enfin, n'empêche qu'on doit le juger sur ses résultats. Il est bon ça sur se passe très industriel. bien, beaucoup mieux que la plupart. Et l'autre aspect pour lequel on entend parler de lui, c'est tout l'aspect troll, manipulation aussi de cours boursiers ou de cours de crypto, et projets farfelus qui ont pas vraiment de raison d'exister, comme The Boring Company, machin, etc. Et ça, je pense que si un jour il voulait devenir sénateur ou quelque chose, machin, etc., ça va être compliqué en fait pour lui de se fabriquer une image de quelqu'un qui est capable de rassembler des gens autour d'un projet qui soit plus que économique ou plus que on n'est pas d'accord. Voilà, parce que c'est ces deux faces de lui qu'on voit dans les médias, et je pense que s'il devient le patron de Twitter, ça va peut-être changer un tout petit peu le regard que les faiseurs d'opinion pourraient avoir sur lui. Bon, intéressant, Guillaume, je sais pas si tu as une autre analyse de l'avenir, d'autres... Non, écoute, non, pour l'instant, on a déjà beaucoup parlé, on a déjà beaucoup, je trouve, fait d'hypothèses. Peut-être effectivement qu'il a des vues politiques de carrière, c'est tout à fait... il en est capable. Bon, maintenant, je pourrais pas vraiment dire plus. Bon. Après, il peut pas devenir président, faut le... Oui, parce qu'il est sud-africain, il est pas... Exactement. Il est sud-africain et canadien. Deux gros défauts. On va le plaindre. Bon, écoute, nous on va continuer notre petite émission, on a encore plein de choses à raconter, Pierre-Olivier, mais nous on va te libérer. C'était en tout cas un plaisir que tu puisses intervenir là dans l'épisode. Tu vas pouvoir rappeler aux gens qui nous écoutent où on peut te retrouver, parce qu'a priori on peut pas te retrouver sur Twitter en plus. Non, exact. Et habituellement, je traîne beaucoup sur le Discord.
C'est vrai que j'y ai pas mis les pieds depuis quelques temps, mais faut pas le dire ça, c'est là que vous me retrouvez, ok ? Le serveur Discord est dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Pierre-Olivier, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis on se retrouve bientôt dans un épisode de Tech Café. Ciao à toi. Ciao. Ciao. Je profite du départ de Pierre-Olivier pour vous rappeler que Tech Café est une émission qui est financée par ses auditeurs. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, je voulais rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Alors du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez déjà envisagé de nous soutenir, vous aussi, parce qu'en plus c'est super simple. Il vous suffit d'aller sur patreon.com/techcafé. Il vous faut quelques secondes pour vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit, si vous ne soutenez pas déjà un créateur. Et puis vous pouvez contribuer en fonction des diffusions des épisodes. Vous pouvez en plus annuler à tout moment votre participation, donc vraiment aucune excuse de au moins tester. Et puis vous profitez en contrepartie d'un flux privé sans la pub, c'est résiliable donc à tout moment et c'est sur patreon.com/techcafé. Et puis j'en profite aussi pour dire qu'on lit tous vos avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict en particulier. Il y a Emric qui a déposé donc un avis sur Podcast Addict qui a dit « Bravo pour ce podcast, il y a du boulot derrière. Continuez les Guillaume et les autres intervenants. Patreon activé. Remerciements effectués Emric. » Guillaume, on avait quelques éléments qu'on voulait continuer à partager dans cette rubrique de notre épisode. Disons que oui, tu vois, Pod mentionnait qu'il était très bon en industrie, tout ça. Effectivement, il y a les cours qui sont tombés, enfin les résultats financiers de Tesla qui sont tombés. Bon, voilà, c'est devenu la plus grosse boîte de voitures du monde, peut-être la plus rentable. Les résultats financiers de cette année sont positifs. Presque 19 milliards de chiffre d'affaires au premier trimestre, en hausse de 80% par rapport à l'an dernier, pour 3,3 milliards de bénéfices. Mais il y a un point important là-dedans, Guillaume, c'est que moi, tu m'avais ouvert les yeux sur le fait que beaucoup de revenus qui étaient perçus chez Tesla, c'était aussi des crédits carbone. Là, il semble désormais que c'est encore le cas, mais que c'est quand même aussi beaucoup de livraisons de véhicules maintenant. Oui, maintenant, c'est quand même beaucoup plus. Alors, honnêtement, je connais pas on n'a pas la répartition exacte. Ouais, j'ai pas la proportion de cette année, mais bon, en tout cas, il livre de plus en plus de voitures et ça malgré les pénuries. C'est-à-dire que voilà, les usines tournaient pas à plein régime à cause des pénuries diverses, et il prévoit une augmentation des livraisons de 50% chaque année. Bon, l'action reste donc très haute. Donc c'est le bonheur. Bon, il n'y a pas que du bonheur à Wall Street. C'est qu'à Wall Street, c'est de la passion, c'est des déceptions, c'est des jalousies, bref, c'est du drama. Amour, gloire et beauté. Mais complètement. Et d'ailleurs, bon, voilà, il y a aussi Netflix. Netflix qui justement nous avait habitués lui aussi à des croissances à 2 chiffres. Depuis des années, figurez-vous que ce trimestre, catastrophe, horreur, tragédie, n'affiche qu'une croissance à un seul chiffre. Et oui, 9,8%. Alors oui, je sais, ça fait 2 chiffres, mais c'est moins que 10%. C'est le piteux résultat qu'affiche Penaud, la tête rentrée dans les épaules, Netflix, dont l'action perdait 37% suite à la nouvelle. Bien fait. Non mais, d'autant que Netflix perd des inscrits aussi à un rythme alarmant, 221 millions,64 contre 221 millions,84 au premier trimestre. Pas mieux pour les bénéfices nets, qui passent de 1,8 à 1,6 milliard. La ruine guette. Alors Netflix est retiré de Russie quand même, il faut quand même s'en souvenir, donc ça lui a quand même coûté 700 000 inscrits. Est-ce une excuse ? Je ne sais pas. En tout cas, l'argument selon lequel il y aurait de plus en plus de compétiteurs, et de moins en moins de gens qui n'auraient pas déjà Netflix, c'est une excuse effectivement qui est donnée par Reed Hastings pour avoir moins de 10% de croissance par trimestre, mais bon, on se demande où on est, quoi, vraiment. Donc, évidemment, est-ce que c'est une excuse ? Vraiment, non, bien sûr, pas pour les investisseurs. Du coup, Netflix va prendre des mesures. Déjà, il va faire payer ceux qui partagent un peu trop largement leur compte, et surtout, il va lancer une offre moins chère, mais financée par la pub. Donc, si vous aurez bientôt le bonheur d'avoir à la fois un abonnement et de la pub. Alors attention, Netflix ne sera pas le premier à faire ça. Hulu propose déjà un plan avec pub à $7 contre $13 sans pub. HBO Max, c'est $10 avec pub et $15 sans. Discovery Plus, c'est 5 balles avec pub et 7 balles sans. Bon, Netflix... Il y a le Kindle aussi, d'ailleurs, quand on compte. Je crois que tu peux acheter des Kindle moins chers si t'as de la pub, non ? Oui. Non, bon, c'est pas un abonnement par service, pardon. Ouais, c'est un peu différent, mais oui, c'est la même idée, c'est ça. Donc, Netflix a déjà récemment augmenté ses tarifs, d'ailleurs. Peut-être qu'il va encore changer sa grille tarifaire. De fait, un abonnement moins cher avec pub, ça va peut-être lui rapporter de nouveaux abonnés, ramener de l'argent frais, des annonceurs aussi, donc c'est gagnant-gagnant, qu'est-ce que tu veux. Bon, tu sais quoi, ça me fait penser Netflix ? Ouais. Ça me fait, en fait, en 2022, ça me fait penser à l'époque de Yahoo quand il commençait à perdre un petit peu de la puissance. En fait, ouais, non, pas à ce point-là, mais dans la direction, il y a quelque chose que je trouve très similaire. C'est-à-dire qu'ils partaient d'un dispositif où ils étaient très puissants et où ils
irrémédiablement, ils ont commencé à perdre des revenus et à perdre de l'audience. Petit à petit, les gens sont désintéressés pour aller sur des concurrents qui sont beaucoup plus audibles que ce qu'ils ne pouvaient être auparavant. Et en fait, dans le même cas que Yahoo, je vois pas trop quelle pourrait être leur porte de sortie en fait. C'est ça surtout. La porte de sortie, je sais pas. Enfin, en tous les cas, là, ils sont pas au bord de la ruine. Hein. Je veux dire, ils ont quand même. On n'en est pas là. Non, mais je veux dire, ils ont quand même encore probablement des réservoirs de croissance dans le monde. Ça, je pense qu'il y a pas de problème. Ils vont déjà essayer de récolter les fruits qui sont les plus bas, quoi. Et puis bon, la pub, effectivement, d'ici quelques années, ça pourra représenter un pourcentage quand même. Ouais, peut-être. Évidemment, faut pas rêver. Hein. Tout ça renforce aussi le piratage, manifestement. Puisque, tu te souviens, il y a eu plusieurs époques. Alors en 2011, BitTorrent, c'était 52% du trafic montant sur les box américaines. En 2011, donc on téléchargeait beaucoup. En 2015, ça avait baissé à 26,83%. Qu'on fasse une toute petite parenthèse pour dire à certains pourquoi montant. C'est qu'en fait, il faut rappeler que les échanges par torrent, c'est des échanges de pair à pair et donc il y a beaucoup d'envois de fichiers en parallèle de beaucoup de téléchargements. Donc c'est pour ça que tu disais téléchargement montant parce qu'il y en a peut-être qui s'étonnent. Disons que c'est caractéristique effectivement des liaisons pair à pair, ce genre de truc. Ouais. Et du coup, ça donne une quantification un petit peu meilleure peut-être. Donc 52% du trafic montant en 2011. En 2015, c'était 26,83%. Et aujourd'hui, ça a remonté à 32%. Et dans l'intervalle, entre 2015 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la multiplication des offres d'abonnement en streaming avec plein d'exclusivités dans tous les coins. Donc il y a un effet de silo comme ça, des collections. Ce qui fait que maintenant, il faut avoir 3, 4 abonnements, 5 abonnements pour voir tout ce que tu veux voir. Et du coup, évidemment, ça favorise torrent. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte aussi, effectivement, mais de toute façon, il faut bien voir que s'ils sont gentils, les mecs, enfin les actionnaires, mais je veux dire, il est évident que la croissance exponentielle, ça peut pas durer toujours, hein, je veux dire, la croissance a des limites, parce qu'à un moment, tout le monde a Netflix, ou en tout cas, tous ceux qui ont envie d'avoir Netflix ont Netflix. Ils avaient peut-être aussi le secret espoir qu'ils arrivent plus à diversifier leurs services qu'ils n'ont pu le faire, et probablement que leur stratégie autour du jeu vidéo, c'est pas inintéressant, mais ça arrivera probablement très très tard, et puis ce sera surtout pas suffisant compte tenu du marché. Je suis pas expert financier, mais je sais pas, je vois pas de sortie qui permettrait vraiment de les faire rebondir par rapport à une spirale qui pourrait être très négative, mais on verra ce que ça donnera. Non, mais je pense qu'il faut quand même essayer de voir qu'il y a peut-être une phase de stabilisation aussi. C'est pas parce que quelqu'un, c'est pas parce que la croissance ralentit qu'ils sont en décroissance non plus. Enfin, je veux dire, ils aiment pas ça, les actionnaires. Ah, ça, ils aiment pas ça. Mais bon, il va falloir s'habituer parce que inévitablement, il y aura une saturation du marché. Heureusement qu'Elon Musk va aller faire grandir l'humanité sur Mars. Ça fera plus de gens qui vont s'abonner à tous les services, finalement. Merci Elon. Cool. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette revue hyper complète autour de cette actualité basée beaucoup, on l'a dit, sur le rachat de Twitter par Elon Musk, qui est pas faite, qui est pas effective comme tu le disais. Il faudra attendre le courant de l'année pour que ce soit vraiment effectif, mais effectivement les choses sont bien engagées maintenant. On va en profiter pour enchaîner sur un sujet qui est pas si éloigné que ça. On va reparler un petit peu des 2 paquets législatifs qui sont amenés par la Commission européenne. Donc on en a déjà un petit peu parlé, je vous redonne un petit peu dans les grandes lignes, mais on a 2 paquets aux acronymes proches et pour des intentions qui sont finalement aussi assez proches. Il y a le DMA dont on a déjà parlé, le Digital Market Act, qui se base vraiment sur les plateformes de vente de produits et de services en ligne. Donc pensez les Amazon, les App Store, etc. Je schématise évidemment énormément, je pense qu'on reviendra dessus à tête reposée, peut-être même avec des épisodes hors série, mais on a aussi des avancées sur le Digital Services Act, donc vraiment ce qui concerne plus quelque part la diffusion d'informations, Guillaume. Ouais, on avait parlé du DMA de toute façon, déjà un petit peu, donc c'est un volet donc plus business, on va dire, et donc samedi dernier, le 23 avril en fait, un deuxième volet a été validé par la Commission européenne qui s'appelle le DSA, et cette fois ça se concentre sur les contenus des plateformes, donc ce sera un ensemble de mesures qui seront peut-être plus visibles directement, disons pour nous utilisateurs finaux dans un premier temps. Alors, d'après Ursula von der Leyen, c'est un accord historique, dont le but, pour le dire simplement, c'est de faire que ce qui est illégal hors ligne devienne aussi illégal en ligne. Donc, il y a 4 points principaux. On peut résumer en 4 points principaux. Donc, Uno, apparemment les mots italiens placés comme ça, l'air de rien, c'est tendance. Donc, Uno, toutes les plateformes en ligne, sauf les petites boîtes, devront virer promptement tout contenu illégal dont elles ont connaissance. Elles devront aussi informer les autorités de la moindre suspicion d'infraction.
Donc, concrètement, ça voudrait dire virer les contenus illégaux rapidement et suspendre les utilisateurs qui les postent éventuellement, surtout si c'est des récidivistes. Alors ça vaut aussi pour les sites de vente en ligne, qui devront contrôler l'identité des vendeurs. Donc, secondo, la publicité en ligne sera encadrée et le ciblage interdit pour les mineurs. De même, le ciblage sur les données sensibles donc la religion, la politique, ce sera interdit. Et quand on verra une pub, on pourra demander à avoir accès à celui qui l'a acheté, en tout cas savoir qui l'a acheté, et aussi aux paramètres qui sont utilisés dans le ciblage. Terzo, les dark patterns seront interdites. Quoi ? C'est italien, Terzo? Bien sûr que oui, c'est italien, cherche, tu vois. les dark patterns seront interdites. Il est donc en gros les dark patterns, voilà, on en avait déjà parlé aussi, donc il sera interdit de faire exprès de vous embrouiller par le design pour vous pousser à choisir une option plutôt qu'une autre. Donc en gros, pour le faire simple, résilier un service ça doit être aussi simple que le souscrire, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui en général. Quarto, tu peux vérifier Quarto. Bon courage. Les plateformes donc devront aussi détailler pourquoi elles retirent des contenus ou des comptes et il faut donner un moyen de réclamation gratuit. Mais c'est pas finito, parce que pour les très grosses boîtes, avec plus de 45 millions d'utilisateurs, il y a aussi des obligations supplémentaires. Voilà. Analyser les risques liés à leurs services en matière de santé publique. Bon, voilà, on se demande pas d'où vient ce truc. De vie privée aussi, de diffusion de contenu illégal et donner l'accès aux données à des chercheurs. Voilà, tous les chercheurs agréés pourront avoir accès aux données. Bon, comme le fait, disons, par bonne volonté déjà Facebook, mais pas toujours, et surtout, bon voilà, c'est un petit peu aléatoire. Tu vois, Twitter par exemple, des fois il le fait, là il le fait plus, bon. Donc, il faudra aussi avoir un mécanisme de gestion de crise et de réaction en cas de campagne d'infox massive et de propagande massive. Bon, évidemment, c'est un point qui a été rajouté à la suite de la guerre en Ukraine, ils se sont dit, ah ouais, tiens, ça peut être un problème. Et donc, elles devront aussi avoir un service interne de contrôle et se faire auditer à leurs propres frais, une fois par an. Et elles devront aussi, et ça va faire mal, révéler le fonctionnement de leur algo de recommandation et offrir une alternative simple, c'est-à-dire sans profilage, comme un flux chronologique, typiquement. Donc, Meta, voilà, Google, Amazon, YouTube, évidemment, sont évidemment concernés, mais aussi Twitter et LinkedIn, par exemple, il n'y a pas de problème. Et c'est quand même du lourd, puisque les amendes pourraient aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, voire aller jusqu'à l'interdiction du marché européen en cas de manquement grave et répété. Chaque État devra établir une autorité compétente, donc voilà, ils se débrouillent pour savoir ce qui est illégal et pour gérer ça, disons, tout ça c'est laissé à la discrétion des États membres. En France, ce sera évidemment la CNIL. Vraisemblablement. Ouais. Donc, est-ce que c'est la révolution totale ? Est-ce que le monde en ligne va changer radicalement dès janvier 2024, date à laquelle ces lois rentreront probablement en vigueur ? Donc oui ou non, écoute, c'est avec courage que je répondrai peut-être. Déjà, merci de t'engager, c'est beau, c'est ça qu'on aime, tu vois, ce serait la facilité de pas répondre. Mais... Évidemment. Déjà, non, parce que bon, quand même, ça établit un cadre qui remplit un vide juridique, quoi. Et qu'en soi, c'est quand même un événement, ça, c'est sûr. D'autant que faut voir aussi que les États-Unis planchent sur des régulations depuis des mois. On en parle régulièrement de leurs projets, des mois, des années. Ils ont toujours pas couché de truc finalisé. Dans le même sens, d'ailleurs. Mais ça va à peu près dans le même sens. En tout cas, oui, voilà. C'est dans la direction générale, c'est la même, on va dire. Donc après, bon, évidemment, c'est une loi, donc il faudra voir la manière dont elle sera appliquée. Ça, il faut qu'il y ait une plainte, évidemment. Donc déjà, il faut que sa plainte soit enregistrée, signifiée, qu'ensuite, il y aura forcément des moyens de recours aussi, tu vois, des moyens de faire appel. Pour ce que les plateformes vont pas manquer de faire, ça peut être long, les plateformes peuvent traîner les pieds, instrumentaliser même tout ça pour taper sur les concurrents, je les vois bien faire ça. Bref, il faudra trouver des moyens de contrôler et d'appliquer tout ça, évidemment. Donc voilà, ça va pas forcément tout changer du jour au lendemain. Mais ça donne quand même un certain nombre d'outils importants. Alors, c'est pas la loi ultime, de toute façon, il n'y a pas de loi ultime, il n'y a jamais de loi ultime, mais voilà, c'est une étape importante de reprise de pouvoir, quoi. La reprise du pouvoir de la société civile vis-à-vis des superpuissances privées. Comme avec le RGPD ou la DMA, ça montre une volonté, voilà, un chemin, effectivement, qui inspirera sans doute beaucoup d'autres pays. En tout cas, j'espère. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, Thierry Breton a dit, j'allais dire menacer Elon Musk, mais c'est à peu près ça en fait. Il a clairement dit à Elon Musk, ouais, mec, tu viens d'acheter Twitter, ça te met pas au-dessus des lois, donc nous on en a fait, si tu les respectes pas, c'est 6% du chiffre d'affaires où tu dégages. Donc il y a vraiment cette volonté de reprendre le pouvoir, quoi.
Je pense que finalement, ce qui est très intéressant dans ces propositions, c'est qu'on voit bien que dans l'histoire de la tech de ces dernières années, de ces dernières décennies, tout a été beaucoup porté par beaucoup de propositions américaines. Et je pense finalement qu'on a quelque part souffert, suivi, retenez le verbe qui vous ira le mieux, du côté européen, ces orientations. On a déjà parlé du cas de la Chine, qui est évidemment très différent, celui de la Russie, qui est encore bien différent. Mais ce qui a été pris comme enseignement, c'est de dire donnons-nous les moyens de pouvoir réagir à l'avenir et de pas attendre et être qu'en réaction. Et je pense que quelque part, c'est déjà très bien de préparer un terrain. Effectivement, la grosse inconnue, c'est de voir quelles seront les possibilités de mise en application et de voir si ça fera effectivement bouger les lignes. En attendant, il y a des voix qui continuent à s'élever aux États-Unis en matière notamment de désinformation. C'est Barack Obama, Guillaume, qui s'exprime sur le fait, clairement, lui, il désigne le fait que des gens meurent à cause de la désinformation. Et je pense que c'est pas léger de le dire. Mais tout à fait. Hein. Barack et Michel, d'ailleurs, qui quittent Spotify. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, au passage, je sais, c'est hors sujet, mais puisqu'on parle des Obama, voilà, leur boîte de prod qui s'appelle Higher Ground, c'est toujours inspirant, ne signera pas un nouveau contrat d'exclusivité avec Spotify parce qu'ils préfèrent avoir la liberté de le diffuser un petit peu partout. Donc officiellement, ça n'a rien à voir avec Joe Rogan, mais bon. Je pense qu'ils devraient nous contacter, Guillaume, et on pourrait les aider à distribuer leur podcast sur les plateformes en ligne. Mais bon. Mais tout à fait, d'ailleurs. On un appel faire du une boîte de prod, café prod. Guillaume et Guillaume prod, et voilà. Pourquoi pas. Mais donc, Barack aussi, il est inquiet. Hein, il est inquiet pour la démocratie. Il a donné une interview à The Atlantic dans laquelle il révèle qu'il est sur le cul, en fait, tout simplement. Depuis il le dit l'élection comme ça de Trump, il le dit pratiquement comme ça. On the ass, d'accord. Ouais, carrément. Depuis l'élection de Trump, ça l'a séché déjà, hein, il s'en est parmi. D'ailleurs, il a pris un coup de vieux, je sais pas si tu l'as vu, mais quand même, je comprends. Donc, il aurait jamais cru, en fait, que la désinformation serait aussi efficace, qu'elle aurait une telle portée et un tel impact sur les démocraties. Il est catastrophé par les mensonges de Trump. Disons, pour l'ensemble de son œuvre, et en particulier sur la dernière élection. Il est catastrophé par le conspirationnisme Covid aussi, qui a poussé des millions d'Américains à ne pas se faire vacciner, qui s'est traduit par des dizaines et sans doute même des centaines de milliers de morts supplémentaires, parce que les États-Unis ont dépassé le million de morts dus au virus quand même. On n'en parle plus trop, mais bon, si tu regardes les derniers chiffres, il y a plus d'1 million de morts comptabilisés. Et bon, bien sûr, cerise sur le caca, la guerre en Ukraine, avec son flot de propagande et de proportions complètement historiques. Et donc Barack a le seum, et voilà, et l'infox va devenir sans doute son cheval de bataille d'ancien président. Et à Palo Alto, il a donné une conférence qui s'appelait « Défi pour la démocratie dans le monde numérique ». Il commence par dire que les réseaux sociaux sont pas juste le mal absolu, évidemment, il en a profité lui-même grandement pour se faire élire à son époque, mais il insiste sur le fait que, je cite, cet écosystème de l'information surexploite les pires penchants de l'humanité, parfois de manière intentionnelle et parfois pas. Il rajoute que ça demande donc une réponse sociétale pour éviter que les États-Unis ne se retrouvent un jour comme la Russie. Il va quand même jusque-là, quoi. Donc, pour lui, les plateformes ont leur responsabilité par leur design et leur manque d'éthique, mais que les régulateurs aussi ont leur responsabilité par leur incapacité ou leur lenteur à légiférer le secteur. Et ce qu'il décrit finalement comme début de piste de solution ressemble quand même un peu à ce qu'on propose ici en Europe en substance, voilà, dont on vient de parler, la DSA. Donc rendre les algos plus transparents, ralentir la viralité, laisser le temps du fact-checking, donner aux chercheurs l'accès aux données, financer les ONG journalistiques, et aussi, dans le cas des États-Unis, repenser la section 230. Il encourage même les employés des boîtes en question à démissionner pour aller travailler dans des entreprises qui ont une éthique. Et bon, lui, il peut, c'est pratiquement que des boîtes américaines. Donc voilà, donc Obama est d'accord avec nous. Je veux dire, si Obama s'intéresse au problème, on est sauvé, je suppose. Ouais, c'est un début de sauvetage. En fait, il y a quand même un truc qui est intéressant dans tous ces sujets, et d'ailleurs on pourra englober le DMA et les sujets qu'il aborde. C'est que, je sais pas toi Guillaume, mais quand je discute avec mon entourage, pas forcément un entourage particulièrement averti dans le domaine de la tech, mais même des personnes qui ont une certaine sensibilité sur le sujet, je dois dire que c'est quand même l'exception de personnes, de trouver des personnes qui sont catastrophés par la désinformation, qui sont catastrophés par les cibles du DSA, du DMA, qui trouvent ça finalement assez normal que Google puisse profiter de sa propre plateforme pour mettre en avant ses propres services, qui sont assez à l'aise avec le fait que Amazon mette en avant les produits Amazon et capitalise sur les données qui sont collectées par la vente de produits pour les tiers, etc. Enfin, tu vois, tout ce qu'on dénonce et qu'on pointe du doigt, en tout cas assez habituellement dans les podcasts, je me rends compte, moi, à titre perso, que je recoupe pas ça souvent
souvent avec des opinions dans la rue. Alors je me garderais bien de considérer que mon entourage est représentatif de l'opinion du grand public, mais je sais pas si toi aussi tu as l'occasion de discuter parfois avec ton entourage sur ces sujets, et est-ce que les personnes recoupent un peu ces ressentis qu'on partage dans tes cafés, ou ils y sont étrangers ou contraires à tes perceptions? Bon, moi, tu sais, j'ai pas d'amis. Non, mais... Le problème est tellement facilement c'est réglé. facile. Non, bah oui, c'est vrai que disons que nous, on est quand même très très dans le milieu, quoi. On est très dans la discussion, on est passionné par le sujet, on en parle beaucoup plus que dans la vie quotidienne. C'est vrai qu'on parle pas tout le temps de ça. Puis après, ça dépend aussi de l'implication politique des gens à qui tu t'adresses, quoi. Est-ce que ça leur paraît Ouais, ça dépend aussi du bord politique, de l'implication politique, et bon voilà. Mais je pense que c'est quand même important de prendre conscience qu'il y a des enjeux qui sont hyper importants de ce point de vue-là, quoi. Donc on est là pour ça, même si on parle peut-être beaucoup de ces trucs-là, et c'est peut-être pas des sujets forcément ultra sexy ou ultra marrants, ultra fun tout le temps, mais bon, je pense que c'est quand même important qu'on en parle malgré tout. Ouais, vous avez compris qu'on était assez engagés, qu'on avait un parti pris, qu'on assume. Je pense que si vous nous écoutez, c'est aussi pour ça. Allez, on va passer aux réseaux sociaux, mais vraiment parler en pur et dur de réseaux sociaux. À commencer par Meta, parce qu'il y a plusieurs choses à se dire derrière la plateforme, non pas la plateforme, mais derrière l'entreprise Meta. Alors d'une part, il y a Instagram. Si vous utilisez Instagram, vous avez très probablement vu assez fréquemment, je sais toujours pas si on doit dire des réels ou des reels. Bon, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est grosso modo des TikTok sur Instagram, qui justement contiennent très très souvent le logo TikTok, parce qu'ils sont souvent partagés c'est des créations qui sont faites sur TikTok et qui sont repartagées après sur Instagram. Et quelque part, il y avait une grande viralité sur ces contenus, mais ça pourrait changer très prochainement, Guillaume. Ben ouais, il y en a qui s'intéressent encore à Instagram, parce qu'apparemment Mark Zuckerberg il s'en fout, je sais pas. Maintenant, il fait une véritable fixette sur le métaverse. Il parle que de ça. Il veut parler que de ça. Voilà, à tel point qu'il saoule tout le monde. C'est Business Insider qui rapporte ça. Et les mecs qui font tourner la boutique, d'ailleurs, avec Instagram et Facebook, quand même, ils sont un peu verts que leur président s'intéresse plus à eux, mais à un projet, sans vrai plan cohérent qui engloutit des milliards par dizaines. Il n'est pas le seul que ça titille, d'ailleurs, parce que Protocol a découvert qu'Amazon recrutait dans le secteur de la réalité mixte aussi, et augmentée. Et Amazon, il a même lancé un nouveau groupe de recherche qui sera dirigé par Caris O'Connell, qui a travaillé elle-même sur des produits de réalité augmentée chez Google, entre autres. Donc pas de conclusion hâtive. On sait même pas si ça sera des lunettes en fait, ou un truc complètement différent. Dans les annonces, Amazon Amazon annonce évoque un appareil domotique. Se pourrait-il que on ait affaire à des futurs projecteurs holographiques, ou des trucs qui soient pas des machins que tu mets dessus, je sais pas. Alexa va-t-elle prendre corps? Je sais pas, on peut tout imaginer. Mais bon, heureusement, il y en a qui ont encore les pieds sur terre, et qui mouillent le maillot pour les trucs rentables, et comme Madame Mosseri, qui dévoile donc ces nouvelles mesures sur Instagram pour privilégier les contenus originaux. Donc premièrement, tu peux taguer et étiqueter ton contenu, et surtout, le contenu original, c'est en non reposté, sera privilégié dans l'algorithme. Donc le ranking va baisser pour tous ceux qui postent du contenu TikTok, par exemple, effectivement, au hasard. Donc ça va être un énorme problème pour les agrégateurs, donc c'est un petit peu le boulot, un petit peu la raison d'être, de reposter des trucs. Mais Mosseri assume pleinement que les agrégateurs, qui sont souvent très populaires par ailleurs, ne doivent pas éclipser le contenu original. Alors souvent les trucs marrants pop sur Twitter ou TikTok, et puis après ils sont massivement relayés sur Facebook et Instagram, qui ont qui ont un reach absolument monstrueux. C'est pas choquant d'ailleurs, si on considère que ce sont des réseaux sociaux où on se partage des trucs entre nous, tu vois. Donc finalement, c'est pas si choquant. Mais ces nouvelles mesures, finalement, ça va dans une direction qui est différente, une direction qui est opposée même. Instagram et Facebook veulent devenir plus des plateformes pour les créateurs de contenu que de partage où on se partage des liens qui viennent d'ailleurs. Plus un diffuseur de contenu qu'un réseau social, en somme. Presque, tu vois. Finalement, c'est quand même un gros changement de philosophie, non? Je pense que ça a toujours été leur intention, mais ils n'ont jamais réussi à le faire, et ils ont toujours réussi à s'appuyer sur le contenu qui était fourni en dehors et qui était récupéré, et finalement, ils n'ont pas cette force de la création du contenu original, je pense. Je repense notamment, tu sais, à IGTV, ils se voulaient carrément concurrencer YouTube, on sait ce que c'est devenu. Structurellement, j'ai l'impression que cette boîte est quand même basée sur les interactions, ils n'arrivent pas à en sortir, quand bien même c'est leur vœu pieux. On verra si ça change. En attendant, on va parler encore un petit peu de Meta, mais dans un autre domaine, mais c'est pas si éloigné que ça, vous allez voir. Mais c'est l'accès à Internet, parce que Meta est un des gros investisseurs d'un gros câble, le plus long que le circonférence de la Terre, pour la petite anecdote, qui va connecter l'Afrique, Guillaume. Oui, alors Meta subventionne la fibre au Nigeria en particulier, au sud, dans l'état d'Edo.
Facebook n'est pas du tout dans l'infrastructure à la base, hein, mais il peut largement se permettre de dépenser quelques dizaines de millions pour améliorer la connectivité d'un pays qui a 200 millions d'habitants, et donc d'utilisateurs potentiels. Évidemment, une meilleure connectivité, ça sera un bénéfice pour les gens là-bas, il n'y a pas de doute. De ce côté, c'est bénéfique, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas compter non plus uniquement sur l'altruisme de Facebook. Il plafonne en nombre d'utilisateurs en Occident, les réglementations deviennent de plus en plus casse-pieds. Du coup, l'Afrique, c'est un réservoir de croissance énorme, avec souvent des lois qui ne sont pas encore aussi contraignantes, en tout cas. Et puis, si on peut les influencer un jour, ces lois. Bon, je vois le mal partout, je sais, mais voilà, ça fait écho au plan Facebook Free Basics, qui offrait littéralement l'accès Internet à lui-même, et quelques applis partenaires, histoire que les gens assimilent bien directement Internet et Facebook. Il y a certains pays en Asie où c'est extrêmement bien implanté. Avec tous les problèmes d'ailleurs que ça peut amener, mais bon. Et puis voilà, ça m'évoque aussi des injustices qui sont un peu invisibles, qui ont amené la connectivité et la tech dans les pays du Sud, on va dire, des pays du Sud en général. La tech n'a pas amené que des injustices, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais elle a aussi amené la possibilité pour les pays du Nord d'exploiter le travail peu cher du Sud, sans que les gens qui y travaillent d'ailleurs en retirent vraiment les bénéfices, à tel point que certains chercheurs évoquent une forme de colonialisme numérique, voire algorithmique. Alors je m'explique, le MIT Technology Review a publié un gros dossier, une enquête, un FAT, qui s'appelle « L'intelligence artificielle est en train de créer un nouvel ordre mondial colonialiste ». Donc c'est par Karen Ao et et al. Et d'autres, ça dépend des articles de l'enquête. Alors je sais, le mot colonialisme c'est très lourd, c'est leur terminologie à eux, je suis pas du tout bien placé pour commenter la pertinence du terme, mais l'enquête s'articule autour de 4 longs articles qui eux sont vraiment intéressants en eux-mêmes. Donc le premier par exemple, ça parle de l'explosion de la vidéosurveillance privée en Afrique du Sud, qui est due principalement au très fort taux de criminalité dans le pays. L'Afrique du Sud, c'est un des pays les plus inégalités au monde, et ça coïncide, sans trop de surprise, malheureusement, un fort taux de criminalité. Or, le pays a pas tant de policiers que ça, et donc les gens plutôt riches se sentent protégés sous le regard des caméras Vumacam, il y en a mis, Vumacam, ils ont mis 6000 caméras déjà qui sont dopées à l'intelligence artificielle, pour tout scruter H24, même la police d'ailleurs a recours à leur service. Et il se trouve, en Afrique du Sud, 93% des gens pauvres sont noirs. Donc même si Vumacam ne le fait pas exprès, en substance, ce qui se passe, c'est que les Blancs surveillent les Noirs qui passent dans leur quartier, et Vumacam se fait énormément d'argent avec ses caméras et son logiciel Proof 360 qui s'appelle. C'est pas une situation très satisfaisante, surtout si on songe que l'argent passé dans ces wagons de caméras aurait peut-être pu servir à lutter contre la pauvreté et donc indirectement contre la criminalité aussi. Mais bon, Vumacam veut aller encore plus loin et devenir une multinationale de surveillance. Elle veut même vendre son logiciel Machin 360 là comme un service qui aurait ses opérateurs en Afrique du Sud, des opérateurs qui sont très expérimentés, qui sont aussi payés pas trop cher et recrutés probablement parmi les moins aisés des Sud-Africains, j'imagine. Et ça nous amène à la deuxième histoire, qui est peut-être celle qui colle le plus à cette appellation de colonialisme numérique, entre guillemets. En effet, qu'est-ce qui est vu aujourd'hui ? Si aujourd'hui il y a un secteur en essor massif et en or massif, les deux, un truc qui va peser des centaines de milliards, c'est quoi le secteur en pointe aujourd'hui ? C'est l'IA, évidemment, l'intelligence artificielle. Sauf que les modèles qui font et qui feront la fortune de grosses boîtes comme Google, Microsoft, OpenAI, tout ce que vous voulez, elles nécessitent un travail manuel absolument colossal et qu'on oublie tout le temps, ou presque. Parce que pour beaucoup de modèles, il faut avoir des ensembles de données qui sont propres et bien annotées. Or, y a très souvent une personne qui écrit chat sous la photo du chat, qui nettoie les doublons des sets de données, qui corrige les coquilles, qui pour chaque image d'une vidéo destinée à une voiture autonome, qui marque où sont les arbres, quels sont les panneaux, etc., etc. Et tout ce travail invisible est effectué par des gens payés au lance-pierre dans des pays du Sud qui ont parfois de gros problèmes économiques, dont ces problèmes économiques, ils permettent encore de faire baisser les prix, d'ailleurs, de la main-d'œuvre. Alors l'exemple principal qui est donné par l'article, c'est celui d'une Vénézuélienne qui a fait des études d'ingénieur pétrolière, dans l'industrie pétrolière. Alors le pétrole, c'était 90% de l'économie du Venezuela, mais à la chute des cours en 2013, le pays s'est littéralement cassé la gueule, et elle a dû passer en Colombie, faute de boulot et face à une inflation monstre. Et donc son boulot aujourd'hui, c'est petite main noteuse sur Appen, qui est une des boîtes de gig economy, qui ubérise ses tâches pour des clients qui ont besoin de données pour leur modèle, mais qui peut aussi être de la modération de vidéos ou autre, mais bon, il y a beaucoup de tâches d'IA comme ça. Et donc, surprise, ça paye pas bien, t'as aucune couverture, les logiciels peuvent planter et anéantir des heures de boulot, t'es à la merci des algos qui traquent tes performances, qui te sanctionnent si tu vas pas assez vite ou si tu fais trop d'erreurs. Puis pour couronner le tout, les tarifs baissent tout le temps. Et c'est logique, parce qu'au plus les pays sont dans la merde, au plus il y a de gens qui se retrouvent à devoir faire ça, et au plus les prix peuvent être nivelés par le bas pour les clients qui prennent des mauvaises habitudes, parce qu'ils payent de moins en moins cher. Et bien sûr, c'est pas qu'au Venezuela, en Colombie, tout ça.
Et le pire, c'est que ce travail, payé une misère, avec des rythmes débiles, ils le font pour créer et enrichir des IA qui sont pas les leurs. Le fruit de leur travail, c'est des modèles qui sont dans des pays riches, qui enrichiront les boîtes qui les ont pondues, là-bas. Bon, donc je suppose que c'est un petit peu ce qui justifie le titre d'enquête. Alors bon, je sais que c'est pas très fun. Si j'ai le temps, je vais juste mentionner aussi les 3e et 4e articles, parce qu'ils sont un peu porteurs d'espoir quand même. Donc il y en a un qui... Si on peut apporter un peu de positif. Oui, c'est ça. Donc il y en a un qui montre un exemple radicalement différent justement en Nouvelle-Zélande pour la défense de la langue maori. Donc là-bas, il y a une communauté autour d'une asso, qui est une entreprise maintenant d'ailleurs, qui ont développé avec des outils libres un modèle pour lire, reconnaître et prononcer le maori. Parce que évidemment, le maori, c'est pas pris en charge directement par Alexa, quoi. Donc pour faciliter l'apprentissage, principalement d'ailleurs, mais aussi pour en faire un langage d'usage de la tech, au même titre que les langues dominantes, hein, comme l'anglais ou l'espagnol. Donc ils se sont reposés sur des données locales, fournies par des locaux, qui auraient été hébergées localement, et en gros c'est une IA locale qui crée de la valeur localement. Et là ils veulent passer d'ailleurs à la défense d'autres langues du Pacifique. Et la dernière histoire, bon, ça concerne encore des travailleurs de la gig economy, hein, à Jakarta, donc en Indonésie, ce sont des Uber en moto. Donc la boîte s'appelle Gojek. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est des moto-taxis indépendants qui sont tous gérés par une appli qui contrôle absolument toute leur vie, quoi. Donc la moto-taxi, c'est un truc qui existe depuis longtemps en Indonésie. Apparemment, il paraît que la circulation à Jakarta, c'est un avant-goût de l'enfer pour les criminels de guerre pédophiles, tu vois. C'est très, 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 très chaud. Enfin, j'aime. Donc, alors les motos, du coup, ça se faufile un petit peu partout, tu vois. Donc, et donc, il y avait plein de gens qui proposaient leurs services comme ça, un petit peu à la cantonade. Et du coup, un jour, un gars a l'idée de formaliser cette économie informelle du moto-taxi. Au début, c'était par téléphone, et puis après, il y a eu une appli de géolocalisation et tout le petit. Probablement inspiré par d'autres initiatives dans le monde. Ah probablement, effectivement. Ouais. C'est comme chez Uber, hein, d'ailleurs, et c'est presque pire, d'ailleurs. C'est un boulot, alors évidemment, c'est un boulot qui est hyper stressant, il faut être bien noté, il faut être rapide, efficace, toujours disponible. Et tout ça, évidemment, sans jamais avoir ton mot à dire. Évidemment, Gojek est de plus en plus exigeant, et les clients qui sont de plus en plus mal habitués, qui ne supportent plus d'attendre plus d'une minute ou deux, sont de plus en plus exigeants. Et donc, la boîte peut décider unilatéralement de tout, bien entendu, des tarifs, des boulots qui te sont proposés en priorité, de tes suspensions, ils peuvent te suspendre s'ils sont pas contents de toi, etc. Donc, les travailleurs Gojek sont un peu esclaves de l'appli et son algo, et pour améliorer leur sort, ils se sont organisés entre eux. Donc, il y a eu, entre entraide et débrouille, quoi. Hein. Ils forment des communautés de motards qui utilisent la technologie aussi, évidemment, pour reprendre un petit peu de pouvoir. Donc, ils forment des communautés sur Twitter, par exemple, qui s'entraident en temps réel sur la circulation, sur la sécurité. Voilà, par exemple, il y a une chauffeuse, enfin une motarde, donc une femme qui va dans un quartier qu'elle connaît pas. Elle donne sa position sur Twitter tout le temps et elle dit si elle va bien ou pas, pour que la communauté sache où elle est et intervienne en cas de besoin. Tu vois, ce genre de truc. Mmh. Ils mettent des tâches en commun aussi pour se donner un petit peu plus de marge. Voilà, ils ont recours à des applications même pour améliorer certains éléments de l'appli, voire tromper le système d'ailleurs pour souffler. En particulier, tromper la géolocalisation pour rester dispo tout en n'étant pas obligé d'attendre sous la pluie pendant 1 heure, tu vois, juste pour ou juste pour aller pisser ou boire un coup. Bon, alors évidemment, c'est interdit par Gojek, du coup, il y a une guerre des applis, parce que Gojek essaie de détecter, et les applis essaient de se faire le plus furtif possible. Mais bon, la solidarité est forte, chez les motards. Et donc, si les pouvoirs publics les oublient, elle permet quand même de reprendre un petit peu de pouvoir. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même une lueur d'espoir, je dirais. Ouais, on est loin d'une liberté portée par un Web 3, etc. Mais bon, effectivement, c'est des réactions qui sont assez intéressantes à suivre. Bon, c'est cool. On a fait le tour de nos sujets autour des réseaux sociaux. Je reviens 10 secondes sur le câble. La raison pour laquelle je mentionnais le câble To Africa là, qui est en train d'être implémenté. Il me semble d'ailleurs qu'on en avait déjà parlé. C'est que j'ai fait une blague idiote, Guillaume. Je te fais une petite confession sur Twitter tout à l'heure. J'ai dit on enregistre Tech Café tout à l'heure comme chaque semaine. Normalement, on va parler de quelque chose qui est plus long que la circonférence de la Terre. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je voulais juste mentionner le câble, donc To Africa, qui est ce câble qui est en partie financé par Meta, mais pas que. Hein, et au passage, ils expliquent bien d'ailleurs qu'il y a des données qui vont transiter sur des parties du câble qui sont vraiment Meta et d'autres qui sont dédiées à d'autres opérateurs. D'ailleurs, il y a Orange qui fait partie des acteurs. Et j'ai eu plusieurs réponses que je trouvais plutôt cocasses au passage. Le melon d'Elon Musk, le compte en banque du docteur Guillaume Poggiaspala, le bras d'Elon, le
gag d'Elon, le tour des J'ai été chevilles sûr. d'Elon Musk, le câble internet africain. Et donc bravo à Viv qui a trouvé la bonne réponse. Allez, on va conclure quand même cet épisode avec une rubrique, vous les aimez, une rubrique jeux vidéo. À commencer par Apple qui n'est pas très content de son App Store qui fait l'objet, vous le savez, d'une curation de haute qualité qui vous garantit en plus de la sécurité absolue. Mais problème, il y a des applications qui sont pas à jour, Guillaume, il est grand temps qu'elles disparaissent. Ouais, mais là, j'ai pas compris. Je sais pas. Apple a encore une grande idée, puisqu'apparemment, il fait le ménage dans les applications qui n'ont pas été mises à jour depuis plus de 2 ans. Et c'est complètement incompréhensible. Enfin, je veux dire, je sais pas, le destin d'une Qu'elles aient pas été application... mises à jour ou qu'elles soient dégagées? Alors, qu'elles soient dégagées, qu'elles se fassent dégager si elles n'ont pas été mises à jour depuis plus de 2 ans. Enfin, le destin d'une application, en particulier d'un jeu, prenez un jeu, c'est pas forcément d'être mis à jour en permanence, c'est débile. Je veux dire, c'est même turbo débile, puisque j'ai lu que 70% des jeux n'auraient pas été mis à jour depuis 3-5 ans. Un jeu, ça peut pas être fini. C'est-à-dire, un jeu fini sans bug, il a aucune raison d'être mis à jour, mais Apple considère qu'il est périmé. Ouais, Tu vois, je Castlevania... pense que ce qui est très exagéré, enfin, excuse-moi, je te laisserai terminer juste après, mais je pense que là où effectivement c'est très exagéré, c'est que je pense qu'il y a encore des jeux qui n'ont pas été mis à jour il y a 2 ans qui sont pleinement compatibles avec les appareils. Je pense peut-être qu'il y a certains jeux qui sont pas actualisés par rapport à, tu vois, j'en sais rien, des nudges, des conneries comme ça, et Apple ça leur plaît pas peut-être. Je sais pas, mais enfin, je vois, Castlevania a pas été mis à jour depuis 86, donc on le met à la poubelle, c'est de la merde cette appli. Ouais, mais peut-être que les contraintes d'utilisation de Castlevania n'ont pas évolué autant que les smartphones ces dernières années. J'essaye juste un tout petit peu de trouver des pistes. Il y a eu, chez Google, il y a eu l'histoire du passage au 64 bits, effectivement, ils ont dû virer les applications de 32 bits. Déjà, c'était quand même assez violent, mais bon, il y avait un semblant, on va dire, de justification technique. Là, tu te fous de ma gueule. Je veux dire, un jeu qui a 2 ans, il est plus compatible avec quoi? Enfin, c'est débile. Je veux dire, tu prends un jeu à un 2 moment, ans, franchement, je vois pas iOS. Mais même 3, 13, mais même 3 à 5 ans, je... si tu veux, les logiciels, enfin, le matériel Apple, justement, une de ses grandes qualités, c'est qu'elle a ça vieillit plutôt bien. On peut les garder assez longtemps, ils sont mis à jour longtemps, ils sont de bonne qualité. De choses dans le SDK, je veux dire, faut pas déconner, quoi. Non, non, mais tu prends un jeu à un moment, t'es développeur, tu prends un jeu à un moment, il est cool, là, il est téléchargé de temps en temps, il vit sa petite vie, fait de mal à personne, toi tu passes à autre chose sur une autre plateforme, ou alors tu codes plus, et voilà. Et ben, ton jeu va crever, quoi, juste parce que. C'est inconcevable, enfin, d'un point de vue de la conservation, évidemment. Imagine le nombre de jeux ou d'applis qui seront irrémédiablement perdus d'ici 20 ans. Mais je sais qu'il y en a qui ont déjà largement disparu. Moi, j'aimais beaucoup à l'époque une espèce... Bon, pardon, non, je vais pas rentrer dans les délire. Mais d'un point de vue de développement... avec une petite souris, je trouvais ça génial. Ouais, bah écoute, mais je suis sûr qu'il y en a déjà des pleins, quoi. Bien sûr, je veux dire, d'un point de vue de développeur, t'es forcé de mettre à jour en permanence, ne serait-ce que pour avoir le droit d'exister. Mais attends, on n'a pas toujours que ça à foutre. Je veux dire, c'est incompréhensible. Et puis c'est une magnifique illustration, je trouve, du danger que représente le tout App Store, l'App Store unique et obligatoire. Donc merci Apple de nous montrer à quel point Epic et le DMA ont raison. Ça donne une bonne justification, effectivement. Encore une fois, je tiens juste à tout petit peu à nuancer, j'imagine, et je veux juste me faire cette ouverture de réflexion possible, qu'il y a des trucs qui peuvent effectivement planter si iOS évolue trop, etc. au fil des années. Après, encore une fois, à l'échelle de 2-3 ans, ça me semble invraisemblable, mais peut-être à l'échelle plus longue. Bon, on n'aura pas le fin fond de l'histoire, mais effectivement, forcément, ça peut faire, ça reste problématique. Enfin, je veux dire, sur PC, t'as des logiciels qui peuvent avoir 5 ans, 6 ans, s'ils fonctionnent normal, enfin, s'ils sont pas de bugs et qui fonctionnent toujours, je veux dire, bon, enfin, bref, écoute. Et je pense que, tu sais, les dernières années d'iOS nécessitent moins d'actualisation que les toutes premières années d'iOS. Tu sais, je pense que les OS mobiles type Android, mais en particulier iOS, sont moins matures que des OS d'ordinateur qui, eux... Je veux dire, moi, je te dirais même plus que ça. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Je veux dire, je suis développeur. J'adopte une plateforme, c'est pas pour qu'elle soit pour être dégagée dans 2 ou 5 ans. Je veux dire, tu choisis pas une plateforme si tu sais que dans 2 ou 5 ans elle sera dégagée, à moins de mettre à jour tous les mois. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, les OS, ils peuvent avoir des couches de compatibilité, des rétro-compatibilités. Je veux dire, Windows, il est compatible avec des logiciels qui ont 15 ans. Et ça pose pas de problème. C'est au mec qui fait l'OS à se mettre au service des développeurs. C'est pas l'inverse. C'est pas les développeurs qui sont au service d'Apple. C'est Apple qui est au service des développeurs et de ses utilisateurs. Pas l'inverse. Hein. C'est une manifestation de plus. En fait, je pense on n'apprend rien de plus avec cette news. Mais effectivement, ça enfonce le clou et tu as raison. Ça donne un argument supplémentaire pour se battre contre cette distribution qui est très polarisée. Bon, écoute, on va mettre de côté Apple. Par contre, il y a des nouvelles arrivées et des nouveaux départs que tu voulais nous signaler, Guillaume.
Oui, bah écoute, oui, Terra sera bientôt débranché, donc voilà, encore un truc de conservation. C'était un MMO vénérable d'une dizaine d'années, et voilà, à chaque fois je trouve ça un peu triste. Je sais pas ce que c'est Terra. Moi j'y ai jamais joué, honnêtement, mais bon, c'est un truc qui est là depuis effectivement longtemps, qu'on voit passer régulièrement. Et bon, bah voilà, un MMO sans serveur, bah ça n'existe plus. Alors j'espère toujours que les devs du coup le mettront à disposition de la communauté pour que bah voilà, ils continuent à vivre. Tu rêves. Et probablement je rêve, voilà. Mais tu vois, Terra s'en va, et comme un écho, Habitat revient. Voilà, il revient ressuscité. C'est quoi Habitat ? Habitat, c'est sans doute le premier MMO du monde. Voilà, c'est une production LucasArts ou Lucasfilm, je sais pas à l'époque, de 1986, qui a été déconnecté en 92 et qui était sur, tenez-vous bien, Commodore 64. Ça marchait par modem à l'époque, hein, donc c'était en 2D vu de côté. Ça avait un look qui faisait penser à Maniac Mansion, hein, voilà pour ceux qui connaissent. Ça pouvait supporter jusqu'à 15 000 joueurs quand même, hein, qui pouvaient se croiser et se parler sur Habitat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que bah voilà, ça n'a pas été facile de le remettre en service. Parce que côté serveur, Habitat tourne sur des ordinateurs Stratus Technology, sous le système d'exploitation Stratus VOS. Vous connaissez pas ? Personne ne connaît ce truc. C'est un système obscur des années 80 qui miraculeusement existe toujours. D'ailleurs, la boîte existe encore apparemment. Mais bon, ils ont dû refaire un serveur de zéro en fait. Hein, c'était carrément plus simple. Et pire encore, Habitat était exclusif à un opérateur internet qui s'appelait Quantum Link, qui est devenu America Online plus tard. Mais Habitat nécessitait une librairie Quantum Link et qu'ils ont fini par émuler aussi, malgré les peurs vis-à-vis des conséquences légales, parce que voilà, il y avait un mécanisme de protection à craquer, enfin bon bref, tout un bordel, donc ça a été très long et compliqué. Mais Habitat est de nouveau jouable en ligne, voilà, via le site de Neo Habitat, et tout ça grâce au Museum of Art and Digital Entertainment, le MADE. Donc bravo à eux, ça a été un énorme sujet. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vont me lancer des petits cailloux, mais je regarde la vidéo parallèle, ça a l'air vraiment à chier. Hein, Ouais, c'est 64, Commodore 64 quand même. Hein. Ouais, en tout cas, je tombe sur des images où il y a un monsieur en pyjama chez lui dont la tête se déplace et c'est... Bon, bref, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas bien de dire ça. En fait, quand on regarde des œuvres d'art d'il y a très longtemps, on pourrait trouver ça moche aussi si on comprend pas le contexte, etc. Donc je ne dis rien. Tu serais plus attiré par le retour de Monkey Island ? Mais alors, non, parce que je suis passé complètement à côté de ce phénomène, mais oui, parce que j'ai qu'une envie, c'est de faire partie de la hype qui accompagne le retour de ce phénomène. Rappelle aux plus jeunes d'entre nous ou aux ignorants comme moi qui ne connaissent pas ce que c'est. Monkey Island, ouais, bah j'ai joué aux deux premiers, donc j'ai d'excellents souvenirs. Hein. C'est des point and click, donc voilà, si vous voyez ce que c'est. T'as joué au vrai Monkey Island du coup. Ben oui, enfin je sais pas si c'est les vrais. En tous les cas, ils étaient vraiment sympas. Et du coup, c'est vrai que c'est avec émotion que je vois revenir Monkey Island. Donc c'était dans les années 90, les premiers. Hein, c'était sur PC. Enfin moi j'ai joué sur PC, puis c'était multiplateforme. Mais moi j'ai joué sur PC, donc c'était des point and click à la souris, quoi. En 320 par 200 dans 156 couleurs, et c'était sympa. Et bon, voilà. Donc, le voir revenir est dirigé par le même mec, hein, Ron Gilbert. Et d'ailleurs, tout autant édité par Lucasfilm Games. Cette année, c'est vrai que c'est marrant, ça fait quelque chose. Par contre, de l'aveu même de Ron, qui a donné une interview, ce Monkey Island veut quand même aller de l'avant, tu vois. Il n'est pas particulièrement destiné aux nostalgiques, parce que bon, il avait fait Thimbleweed Park, par exemple, qui était, nos pixel art, tout ça, avec une tronche un peu rétro. Là, c'est pas du pixel art, hein, c'est du graphisme cartoon assez moderne, et surtout, il est pensé pour les nouveaux joueurs, et disons, la tolérance à la frustration des nouveaux joueurs. Alors, je sais pas exactement ce que tu penses de ces anciens jeux point and click, et de leurs énigmes, disons, qui sont souvent tirées par les cheveux jusqu'au scalp intégral, hein, faut bien le dire. Est-ce que c'était le seul, je veux dire, de ces jeux, ou une manière de les faire durer, voilà, sachant qu'on n'avait pas Internet à l'époque, et on n'avait pas les solus à la poche, voilà, à tout moment. Bon, aujourd'hui, oui. Alors, quel est le sens, hein, voilà, de faire des énigmes imbitables dont les gens vont aller chercher la solution au bout de 5 minutes infructueuses? Aucune pour Ron, qui va conserver les niveaux de difficulté, qu'il y avait déjà dans le 2 en tout cas, et même ajouter un système d'indices pour maintenir les joueurs malheureux dans le jeu. Donc l'équipe du jeu est réduite, hein, c'est les 25 personnes, ce qui fait que tout le monde peut contribuer un petit peu à tout, comme à la grande époque en fait, hein, puisque là c'était pas des jeux non plus qui nécessitaient 800 personnes. Donc Ron fait son jeu à lui, un peu comme il veut, avec une histoire simple et personnelle, et bien sûr, voilà, ce qui fera la différence, ça sera les blagues, comme toujours.
On sent qu'ils veulent se faire plaisir derrière cette initiative et qu'on n'est pas sur des grands enjeux commerciaux à première vue. Bah écoute, tant mieux, ça fait du bien, ça fait respirer. Là où on va respirer aussi, c'est si jamais on est toujours, après toutes ces années, plongé dans l'univers merveilleux de World of Warcraft, qui nous propose une nouvelle extension, Guillaume, il faut qu'on le dise. Hein. Bah écoute, je sais pas, est-ce que tu vas replonger avec Dragonflight, le nouveau continent, l'îlot dragon, le chevauchage de dragon à faire. Non. Ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie, non. Bah ouais, ça y est, ils ont mis, je sais pas, ça fait combien de temps maintenant 2004, non? Combien World of Warcraft? Je sais pas combien de temps ils ont mis avec des dragons pour un univers d'Heroic Fantasy. C'est vrai que ça a mis du temps à venir, mais apparemment, ça y est. Il y avait des boss. Comment il s'appelait ce gros dragon là qu'on avait au début? Onyxia, c'était un dragon. D'accord, bah oui, d'accord. Bon, bah écoute, voilà, bah là maintenant, il y a des dragons qu'on peut chevaucher, quoi. C'est magnifique. Bon, écoute, on peut conclure rapidement cette section jeux vidéo avec un copier-coller, parce que finalement, c'est quand même plus simple, hein, pourquoi s'embêter. La semaine dernière, je vous disais que que Microsoft prévoyait de mettre des pubs dans leur free-to-play, donc dans les free-to-play Xbox. Ben, vous prenez la même news, vous remplacez Microsoft par Sony, vous avez très exactement le même truc. C'est-à-dire que Sony se prépare à mettre des pubs dans ses propres free-to-play, donc via une technologie qui permettrait de mettre des panneaux, ce genre de trucs, des panneaux publicitaires. Donc c'est très exactement la même chose. Donc je sais pas si ça vous a déprimé le fait qu'il y aura des pubs dans les jeux vidéo, en tout cas free-to-play sur Xbox, sachez que c'est une tendance de fond. Tant que ça reste dans du free-to-play et que c'est pas démesuré, etc. Écoute, après tout, si ça peut leur faire des revenus et solidifier des plateformes qui nous proposent du contenu vidéo ludique de qualité, pourquoi pas? Allez, on leur donne le crédit et on paye pour voir. Ou non, au contraire, on paye pas pour voir. Enfin bon, vous m'avez compris. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Guillaume, pour cette revue très complète pour les jeux vidéo et puis pour l'ActuTech. J'avoue que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Guillaume, dans Tech Café et de faire ces épisodes semaine après semaine. On se parle avec régularité et c'est toujours donc avec plaisir. Mais là, j'avoue que sur des épisodes comme ça, qui sont encore un peu plus marquants, où il n'y a pas forcément des grandes nouvelles structurelles qui vont nous toucher tout de suite, mais on sent qu'il y a des morceaux d'histoire qui se déroulent sous nos yeux. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, en cette fin d'épisode de Tech Café? Écoute, je pense que je vais essayer Habitat quand même. Alors, je l'ai déjà essayé en version web, mais je suis pas arrivé. Ça marchait pas avec je sais pas, normalement, ça se joue sur 64, ça se jouait au joystick, et là, ils émulent au clavier, et je suis pas arrivé à faire marcher le Ah mince, c'est embêtant, Fire. Tout le reste fonctionnait, mais pas l'intérieur. Absolument, pas tout le reste fonctionnait, quoi, donc je pense que je vais être obligé de télécharger l'émulateur AC64 et de voir ça, hein. Oh, bah écoute, ça me donnerait presque envie de tester, ne serait-ce que pour rigoler une soirée avec toi, de jouer Habitat. On va peut-être se donner rendez-vous là-dessus, Guillaume. En tout cas, je suis, moi, de mon côté, Guillaume Vendée. Vous me retrouvez, forcément, vous me retrouvez sur Twitter, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux en général, et puis surtout, vous me retrouvez aussi sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Et normalement, si tout va bien, vous devriez pouvoir nous retrouver encore dans quelques jours, dans un nouvel épisode de Tech Café. Alors pour ça, surtout, abonnez-vous au podcast si c'est pas déjà le cas, et puis bien entendu, comme on vous le disait tout à l'heure, on compte sur vous pour aller envisager un soutien sur Patreon, patreon.com/TechCafé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.